Bonjour, merci de m'avoir proposé d'être là avec vous. Donc justement pour prendre la suite de ce que Gaëlle vous a dit et parler des immunothérapies. Donc le diabète insulinodépendant, le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, c'est-à-dire que le système immunitaire qui habituellement doit nous défendre contre les infections, contre la croissance des tumeurs, ne va pas fonctionner normalement et va se retourner contre ce que l'on appelle le soi, entre guillemets, c'est-à-dire les organes de l'individu. Ça, c'est pour des raisons génétiques et c'est aussi lié à l'environnement, mais ça n'est pas notre propos aujourd'hui. Ce que nous voulons voir, c'est justement comment essayer de trouver des formes d'immuno-intervention qui vont pouvoir toucher les étapes de la réponse immunitaire, la réponse qui est faite par les lymphocytes T, les lymphocytes B des patients, de manière à pouvoir agir sur la progression de la maladie et, si possible, à terme, de la prévenir totalement. Donc, c'est ça qui nous intéresse, c'est le fait de savoir comment on peut intervenir au niveau des éléments qui sont déclencheurs de pathogénicité dans le système immunitaire. On sait depuis très longtemps que le diabète de type 1 est une maladie auto-immune, depuis environ les années 74, quand, pour la première fois, en prenant une goutte de sérum prélevé chez un patient qui présentait un diabète de type 1 et en le mettant sur une coupe de pancréas humain, on a pu distinguer ces images que vous voyez ici, c'est-à-dire les îlots de Langerhans qui étaient marqués par le sérum du patient. En fait, il est marqué par les immunoglobulines, les anticorps qui circulent dans le sérum des patients et qui vont, encore une fois, être le signe de ces auto-anticorps qu'il y a chez les patients qui sont en train de détruire leurs cellules bêta. Les marqueurs de cette destruction sont importants à avoir pour nous parce que ça nous permet de suivre l'évolution de la maladie avant, évidemment, qu'il n'y ait une insulinodépendance. Mais ce que je veux surtout vous montrer, premièrement, c'est qu'il y a plusieurs auto-anticorps qui circulent dans le sérum des patients en fonction des moments auxquels vous étudiez la maladie et éventuellement les patients avant la survenue de l'insulinodépendance. Ils vont réagir vis-à-vis de molécules, ce n'est pas très important de conserver leur nom, c'est un peu un charabia, c'est un jargon, mais c'est en particulier l'insuline et d'autres molécules qui sont vraiment propres à la cellule bêta. Il faut savoir que cette auto-immunité est vraiment très spécifique. Uniquement les cellules bêta de l'îlot de Langerhans vont être détruites. Les autres cellules qui produisent des hormones dans l'îlot de Langerhans ne vont pas être détruites. Donc, c'est la raison pour laquelle ces auto-anticorps ciblent, alors couramment, comme vous voyez ici, 4 auto-antigènes, comme on les appelle, qui sont spécifiques de la cellule bêta. Mais autre chose que l'on connaît depuis très longtemps, et ça a été quelque chose qui a été postulé par George Eisenbart au milieu des années 80, c'est qu'en regardant dans les fratries, dans les familles où il y avait un patient atteint de diabète de type 1, et en prélevant du sérum chez les frères et les sœurs, on pouvait voir que la quantité de spécificité d'auto-anticorps qui était présent dans le sérum pouvait en sorte vous prédire si cet individu allait évoluer vers une insulinodépendance ou pas. Donc en fait, le message que j'essaye de vous faire passer, c'est que en fonction du nombre d'auto-anticorps, on peut par exemple, dans le cas de cette courbe où vous avez des individus qui vont développer jusqu'à 3 auto-anticorps, 3 spécificités différentes, anti-insuline, anti-GAD, anti-IA2, eh bien, ces individus ne sont pas hyperglycémiques et n'ont pas de besoin en insuline quand vous les testez, mais vous voyez qu'ils vont évoluer vers une insulinodépendance en 4 ou 5 ans. Alors ça, déjà, dans les années 86, ça voulait dire quoi? Ça voulait dire que la maladie immunologique commence bien avant les éléments métaboliques que l'on va trouver suite à cette maladie. Évidemment, la maladie immunologique s'installe, les cellules bêta du pancréas commencent à être détruites, l'activation de la réponse auto-immune est présente, et tout ça, ça va se passer
entre 5, 7, 10 ans avant l'insulinodépendance. Et ça, c'est quelque chose que l'on peut mesurer avec une analyse dans le sérum de la présence de ces auto-anticorps en regardant le nombre des auto-anticorps qui sont là. Vous allez me dire pourquoi on n'a pas utilisé cette façon de diagnostiquer la maladie immunologique avant. Eh bien, tout simplement parce qu'on n'avait pas de traitement à proposer. Donc, depuis très longtemps, dans les services où l'on reçoit des patients atteints de diabète de type 1, on regarde les auto-anticorps. Il y a même eu des moments où les centres cliniques se sont concentrés effectivement sur le nombre d'auto-anticorps qu'il pouvait y avoir dans les fratries avant l'insulinodépendance pour justement essayer de voir quand est-ce que la maladie immunologique vraiment débutait, mais encore une fois, pendant très longtemps, on n'a pas eu de traitement. Maintenant, ça n'est plus le cas. Maintenant, on peut dire qu'on commence à voir poindre une possibilité de modifier l'évolution de la maladie grâce à ces outils remarquables que nous avons et qui sont très simples d'accès, que sont les auto-anticorps. Et donc, c'est pour ça qu'on parle de nouveaux paradigmes, c'est-à-dire que le schéma que l'on se faisait de l'évolution du diabète insulinodépendant a complètement changé. On peut maintenant le diviser en étapes. C'est plus facile pour voir un peu où en est un patient donné. Alors, initialement, bien sûr, je vous ai dit, on ne connaît pas beaucoup de choses encore, on n'en connaît pas assez sur cette prédisposition génétique qui est réelle, on ne peut pas encore faire un diagnostic génétique individuel, mais ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est au moment où la réponse immunitaire s'active, la réponse auto-immune, on va avoir donc le stade 1, où on a plus qu'une spécificité d'auto-anticorps, mais on va avoir une tolérance au glucose qui est normale, c'est-à-dire que la courbe de sécrétion d'insuline après ingestion de glucose par voie orale va être totalement normale. Il n'y a pas, comme on l'appelle, de dysglycémie. En revanche, quand les choses s'accélèrent parce que la destruction des cellules bêta devient plus importante, il y a plus de cellules bêta qui sont détruites, on va avoir plus de 2 spécificités d'auto-anticorps, mais on va avoir une dysglycémie qui apparaît, c'est-à-dire que la première phase de la courbe de sécrétion d'insuline en réponse au glucose va être anormale. Et tout mon propos va être de vous montrer que nous avons enfin un traitement qui est capable d'agir à ce moment-là pour prévenir l'insulinodépendance et que ce traitement n'est pas unique. D'abord, il y en a d'autres qui sont pas très loin peut-être d'être accessibles en clinique, mais la chose importante, c'est que parce que l'on a compris qu'il était important de s'intéresser à ces phases précoces de la maladie pour voir un effet thérapeutique majeur, eh bien, ça a permis à ce médicament que nous avons un moment maintenant à disposition de passer, comme on dit, la barre de l'acceptation des autorités réglementaires et d'être mis à disposition des cliniciens. Évidemment, quand ce stade 2 continue d'évoluer, s'il n'y a pas de thérapeutique qui est faite, vous avez le stade 3, et donc le stade 3, c'est le début de l'insulinodépendance. Il faut donner une insulinothérapie. Alors, je vais être très brève, mais il faut que je vous dise que beaucoup de choses n'ont été possibles que lorsqu'on a pu comprendre ce qui se passait dans un modèle expérimental de souris. Alors vous allez me dire, une souris, ça n'est pas un individu. Vous allez voir que cette souris est très particulière. Elle a été caractérisée au Japon il y a très longtemps et elle développe un diabète auto-immun qui est spontané. Et c'est pour ça que beaucoup de laboratoires se sont centrés sur l'analyse de cette souris pour essayer de voir comment on pouvait l'utiliser comme modèle pour trouver des thérapeutiques pour traiter les patients. Vous avez ici les différents stades de la maladie chez la souris. Alors évidemment, chez la souris, on peut, c'est facile, avoir accès au pancréas et voir que ce pancréas va être au début, au stade 1, infiltré par des cellules lymphocytaires qui restent autour de l'îlot, puis au stade 2, vous avez une progression de cette insulite, et enfin au stade 3, donc je suis en train de vous montrer un peu comment vous pouvez vous imaginer l'évolution de l'infiltration par les cellules immunitaires des îlots de Langerhans chez les patients, parce qu'on sait maintenant, on a pu faire des études qui ont permis de comprendre que c'était pareil chez les patients en
clinique. Et donc, on peut avoir la possibilité d'intervenir au moment où on peut intervenir aussi ce stade où il y a des auto-anticorps, une infiltration et pas encore d'insulinodépendance. Alors, intervenir avec quoi ? C'est une maladie qui est causée par les lymphocytes T. Donc, dans le système immunitaire, il y a des lymphocytes T qui sont les cellules qui deviennent cytotoxiques et qui sont capables de détruire les îlots de Langerhans. Et puis, il y a aussi les lymphocytes B qui font les auto-anticorps. Mais alors, ce qui est tout à fait remarquable dans le diabète, c'est que la destruction de la cellule bêta n'est pas due aux auto-anticorps. Les auto-anticorps sont simplement des marqueurs du fait que les cellules sont détruites, les auto-antigènes sont libérés et donc on produit des auto-anticorps. Ça veut dire que la chose qui semblait la plus intéressante, c'était de s'adresser aux lymphocytes T et de cibler les lymphocytes T. Et là, je vous montre que la thérapeutique dont on va parler, les anticorps anti-CD3, teplizumab pour ne pas le nommer, reconnaît la chaîne epsilon d'une molécule complexe. Vous voyez ici 5 chaînes en blanc, c'est le complexe CD3 qui est très associé à ce que l'on appelle le récepteur des lymphocytes T pour la reconnaissance de l'antigène. C'est le récepteur qui permet de reconnaître ces auto-antigènes sur les cellules bêta et de les détruire. Donc c'était effectivement très intéressant de s'adresser à ce type d'anticorps. Alors, chez la souris, il y a très longtemps, vous voyez en 1994, on a fait des premières expériences en montrant que seules 5 injections, donc très peu, un traitement très court de cet anticorps anti-CD3 chez des souris nodes donc, qui avaient une hyperglycémie déclarée, donc elles étaient déjà au stade 3 de la maladie, pouvaient induire une rémission de la maladie. Donc une rémission, c'était le fait que les souris n'étaient plus glycosuriques, elles n'avaient plus besoin d'avoir éventuellement un traitement par insuline, et néanmoins, elles survivaient pendant longtemps. Alors en fait, ici, on avait fait quelque chose, et ça c'est très important, on n'avait pas immunosupprimé les souris. Vous savez, en transplantation, on peut donner des médicaments immunosuppresseurs. Le problème de ces médicaments, c'est que certes, ils dépriment les réponses immunitaires pathogènes, mais ils vont aussi déprimer toutes les autres réponses immunitaires qui vous protègent des infections, etc. Et ça n'est pas bon parce qu'on peut avoir des effets secondaires. Et puis surtout, on a besoin d'un traitement chronique. Ici, ça n'était pas du tout le cas. Le traitement est de courte durée et on a un effet sur la rémission de la maladie auto-immune qui est très stable, qui est très durable. Les souris sont guéries et on peut voir qu'elles répondent bien à des antigènes étrangers comme des antigènes viraux. Alors ça, c'est simplement pour vous dire que ça a pris très longtemps d'avoir des anticorps qui pouvaient être des anticorps anti-CD3 humanisés. C'est-à-dire qu'initialement, on part d'anticorps de rats qui sont faits chez le rat ou qui sont faits chez la souris, qui connaissent la molécule CD3 humaine, qui la reconnaissent, et ils vont être humanisés par des techniques de génie génétique. Ils deviennent donc en grande partie humains, c'est tout ce que vous voyez en jaune. Les parties en bleu sont encore des parties du parent murin qui reste pour qu'il reconnaisse la molécule CD3. D'autres modifications sont faites pour qu'ils soient mieux tolérés quand on les injecte. Tout ça pour dire que dans les années 2000, le premier essai thérapeutique contre placebo a été fait avec l'un de ces anticorps anti-CD3 et il a montré qu'effectivement, si on faisait la même chose que vous avez vu chez la souris, c'est-à-dire un traitement de seulement 1 semaine chez des patients qui venaient de présenter leur hyperglycémie et que l'on mettait sous traitement par insuline, on pouvait avoir des rémissions de la maladie. Alors ici, on le mesurait avec la quantité d'insuline dont ils avaient besoin quotidiennement. Et vous voyez que chez les patients traités, les doses d'insuline étaient inférieures par rapport aux autres patients qui étaient sous placebo. Tout ça pour vous dire que ça a été long et pour essayer de vous expliquer pourquoi ça a été long de porter cet anticorps à la clinique. Entre 2005, quand les résultats de ce premier essai contre placebo qui étaient positifs ont été publiés, et 2018, il y a eu un enlisement à cause des maisons pharmaceutiques qui avaient des hésitations sur le type de développement à faire, etc. Donc je passe sur les détails parce que ce qu'il faut voir, c'est qu'en 2019, enfin, un essai a été conduit par un réseau très important de cliniciens aux États-Unis qui s'appelle TrialNet, où justement l'anticorps anti-CD3
très similaire à celui que je vous ai montré, a été administré non pas chez des patients qui avaient déjà une insulinodépendance, ils étaient déjà sous traitement par insuline, mais chez des patients qui en étaient au stade 2 de la maladie, celui que je vous ai décrit, avec 2 auto-anticorps. C'était donc des enfants dans les familles de patients présentant un diabète de type 1 qui avaient déjà 2 auto-anticorps au moins et qui avaient une dysglycémie. Ça, c'est ce que l'on appelle des courbes de survie actuarielle. En rouge, les patients traités par placebo, il y en a eu 40. En bleu, ceux traités par teplizumab, il y en a eu 40 également. L'anticorps était donné pendant 2 semaines, un traitement de juste 2 semaines, au moment où on avait donc diagnostiqué cette maladie immunologique sans encore d'insulinodépendance. Et ce qui s'est passé a été vraiment invraisemblable et très apprécié par les autorités réglementaires, c'est de voir vraiment que l'on pouvait, lorsque l'on donnait l'anticorps, avoir un retard, c'est ce que vous indique cette flèche, de la mise sous insuline. Donc cette courbe, c'est chaque patient qui déclare une insulinodépendance. Et vous voyez qu'entre les placebos et les traités, il y avait, alors au premier résultat de cet essai, environ 2 ans de retard à la mise sous insuline. D'autres résultats se sont faits jour à 3-4 ans en montrant que ça peut être entre 2 ans et 3 ans. Et ce que je veux vous montrer ici, parce que c'est très important, parce que ça répond un peu à ce que l'on s'était posé comme question chez la souris NOD, ce sont vraiment les souris et les patients. Alors, encore une fois, ne prenez pas ça de façon dénigrante. Je trouve que ce modèle est absolument exemplaire et qu'il va pouvoir nous servir pour faire d'autres choses à l'avenir pour améliorer le genre de traitement. Donc effectivement, dans cet aspect, le modèle murin et le modèle clinique nous aident à voir que c'est vraiment lorsque les cellules bêta sont le plus agressées, il y a de plus de lymphocytes T activés, que le traitement est le plus efficace. Et donc, tout est maintenant de savoir comment on va pouvoir dépister au mieux les patients pour les inclure dans des essais thérapeutiques, ce qui a déjà commencé. Aux États-Unis, dans la mesure où l'anticorps a été approuvé par la FDA en 2022, fin 2022, il y a déjà plus de 200 patients toujours, encore une fois, à ce stade 2 qui ont été traités. En France, nous avons pu obtenir l'utilisation compassionnelle et Jacques Beltran à Necker a été le premier à lancer effectivement cette procédure qui maintenant s'étend à d'autres villes en France avec, pour l'instant, à ma connaissance, 7 patients qui ont été traités toujours au stade 2 de la maladie. Et bien sûr, la chose importante, c'est que finalement, semble se confirmer cette hypothèse qui était que d'agir sur les lymphocytes T allait être quelque chose de majeur, mais ça nous approche de quelque chose qui est aussi intéressant, c'est de pouvoir diagnostiquer, dépister ces stades précoces de la maladie. Pour l'instant, c'est possible dans les familles, mais on sait aussi que beaucoup de cas de diabète de type 1 se déclarent dans la population générale. Donc en ce moment, comme vous le savez, il y a une mobilisation très importante pour pouvoir faire ces campagnes de dépistage qui permettront d'aller de l'avant. Je n'ai pas à vous dire qu'il y a des différences géographiques de l'incidence de la maladie dans nos pays, en France et puis dans les pays comme la Finlande, la Suède, l'incidence est très importante. Donc, ces études épidémiologiques devraient pouvoir se mettre en place assez facilement. Je ne veux pas vous dire que ça ne marche pas, comme je vous l'ai montré chez la souris qui était hyperglycémique. Ici, un autre essai de phase 3 qui a été conduit chez les enfants et les adolescents, plus de 300 patients inclus. C'était le 3e essai de phase 3 fait avec teplizumab dans le diabète de type 1 qui a confirmé que l'on peut préserver la quantité de peptide C après 1 an et demi, 2 ans du traitement. Et donc, en ce moment, l'EMA, la FDA ont le dossier entre les mains pour approuver le médicament également dans cette indication. Mais la chose qui me semble fondamentale, c'est que finalement,
Vous voyez, ça a pris très longtemps. Je vous ai montré 86 Eisenbart, 94 la première souris traitée, et puis seulement maintenant tout ce que je suis en train de vous dire, mais quand même une approbation par la FDA. Donc ça veut dire que l'on a passé la barre des autorités réglementaires, et ça veut dire que le grand espoir, c'est de voir que toute une série de molécules chimiques ou dérivés par biologie moléculaire, qui ont fait leurs preuves. Et vous voyez qu'il y a énormément d'essais cliniques qui se multiplient à l'heure actuelle. J'ai été très frappée par celui-ci, le baricitinib, qui a été conduit en Australie par un collègue qui vraiment a fait un travail absolument remarquable. Enfin, plusieurs molécules que l'on devrait voir poindre à l'avenir et qui vont pouvoir, à mon avis, suivre le sillon de teplizumab, parce que la chose importante, c'est que le paradigme a changé. Il ne faut plus attendre, on peut traiter au moment où l'insulinodépendance est là, mais qu'elle est très récemment établie, mais il faut surtout essayer de traiter avant. Il faut traiter le plus vite possible. Je vais terminer là simplement pour vous montrer la liste des personnes qui m'ont aidé depuis très longtemps avec ce travail chez la souris. Alors tout ça, c'est les personnes. Éric Tervé, c'est lui qui a fait la première injection chez la souris, donc je tiens toujours à mettre son nom parce que c'était très important. Les personnes encadrées qui sont maintenant dans le laboratoire, et puis aussi les cliniciens qui, à Necker, ont toujours été absolument magnifiques pour nous aider à mener ce travail, et les personnes qui sont dans le laboratoire où je me trouve également d'immunologie clinique et qui s'occupent de ce dosage des auto-anticorps et des analyses immunologiques. Et je vais en terminer pour vous dire que il faut essayer d'être persévérant, il faut être patient, ça n'est pas facile pour les personnes qui essayent de trouver des choses qui peuvent être efficaces, ça n'est pas facile non plus pour les familles et pour les patients, mais parfois ces réalisations tiennent à peu de personnes. Et je voudrais vraiment vous dire que ce sont 4 personnes qui ont vraiment participé au fait qu'aujourd'hui nous ayons teplizumab qui est accessible pour les patients qui ont un diabète insulinodépendant. Jean-François Bach à Necker. Jean-Jacques Robert nous a toujours soutenus du point de vue clinique. Il a commencé des études justement pour mesurer les auto-anticorps dans les familles de patients diabétiques très tôt, avant que nous n'ayons même l'espoir d'avoir quelque chose. Kevin Herold aux États-Unis, qui a fait ses études magistrales que je vous ai montrées et qui a toujours travaillé avec Jeff Bluestone. Je vous remercie beaucoup.